Merci cher Mickaël, rendez-vous à 17h30 pour le nouveau point sur l'information. Régis Le Sommier est avec nous ce dimanche. Cher Régis, bonjour. Bonjour Elliot. Vous êtes moqué de moi parce que j'ai dit on commence l'émission après le point sur l'information. Bah oui, non, vous ne voulez pas dire on va terminer l'émission. Et pourquoi pas? Bon, si vous... Parce que ça nous évite de dire des bêtises, si vous voyez ce que je veux dire. De après ce qui s'est passé hier, on pourrait peut-être justement... Mais hier, on n'a pas dit trop de bêtises. Non. Mais je crois que le mot-clé, c'est prudence. Exactement. Prudence. Et c'est Mathieu Bock-Côté qui en a parlé hier dans Face à Bock-Côté qui a peut-être eu la meilleure analyse. Pierre Laurent, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Russie. Vous n'étiez pas prévu sur ce plateau aujourd'hui, mais je voulais absolument que vous reveniez. Pourquoi ? Parce que hier, à 17h très précisément, vous êtes l'un des seuls à annoncer ça. Personne ne s'attendait à cette situation. Tout le monde savait que Prigojine était une tête brûlée, mais à ce point, peu de gens pensaient qu'il ferait ce qu'il a fait. D'autre part, généralement, lorsque les histoires se répètent, comme disait un personnage célèbre, elles commencent en drame et se terminent en farce. On n'est pas encore dans la farce, mais je pense que la farce ne va pas tarder à arriver, mais ça va être une farce sanglante. Parce que si Prigojine n'arrête pas, effectivement, on va l'arrêter. 17h, 19h35 très précisément, on apprend que Prigojine fait volte-face et qu'il décide de faire volte-face pour éviter un bain de sang. Et vous avez dit ça hier, vous étiez l'un des seuls. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 25 000 hommes d'un côté et toute une armée entière de l'autre, en plus avec une aviation importante, il était clair que l'aventure ne pouvait pas réussir. Elle aurait éventuellement pu réussir si des garnisons, des unités, des généraux s'étaient ralliés à Prigojine. Là, oui, mais ça aurait été une guerre civile. Ce qui a fait changer certainement d'avis Prigojine, c'est d'une part qu'on lui a proposé des conditions de reddition qui étaient satisfaisantes, pour lui, pour sa sécurité. Puis d'autre part, ses troupes, semble-t-il, ont abattu un avion avec 10 personnes à bord qui n'avaient strictement rien à voir avec l'affaire. Et ça, je pense que ce sont des choses qui permettent de prendre conscience. Et Prigojine a proposé immédiatement 50 millions de roubles pour indemniser les victimes, enfin les familles des victimes. Je crois que tout s'est joué à ce moment où il s'est dit « je suis tout seul ». Mais à 17h, on savait déjà qu'il était tout seul. Personne n'était dupe de la fin de la chose. Vous dites personne n'était dupe, je ne suis pas sûr. Non, effectivement, excusez-moi, je n'étais pas dupe. Voilà. Régis Le Sommier. Nous avons, il faut le reconnaître quand même, cette... Et vous avez été également, évidemment, Régis, très prudent, vous aussi, prudent, notamment sur les images qu'on a pu diffuser, qu'on a pu commenter. Tout à fait. Parce que certains ont pu foncer dans d'autres médias, mais nous aussi, moi je fais peut-être mon examen de conscience. Non, mais je pense que hier, on a essayé d'analyser au maximum. Moi, ce que j'ai essayé de retenir, et je conserve cet angle, c'est qu'il s'agit d'un problème entre Prigojine et l'état-major, et on n'est pas sorti de ce problème. Poutine est évidemment dans l'équation, c'est le chef des armées, donc évidemment qu'il regarde la guerre et qu'il a son mot à dire, mais c'est une dissension qui existe depuis très longtemps entre le ministre de la Défense, et Sergueï Prigojine et sa milice Wagner. Donc ça, je pense qu'hier, on a vu ça. Il y avait aussi des éléments, quand on a observé les images qui nous venaient pas de Voronezh, puisque vers Voronezh, il y a eu un peu de tumulte, mais à Rostov, on regardait la population qui regardait les Wagner, certains d'ailleurs se commandaient des hamburgers dans des restos du centre-ville. Il n'y avait pas une liesse absolue. Les femmes n'arrivaient pas avec des colliers de fleurs pour les mettre au cou des combattants. On était dans une espèce d'attente passive. L'armée russe n'avait pas tiré sur Wagner, et Wagner, d'ailleurs, ça a été très intéressant. Il y a des conversations qui ont été rapportées entre comment l'armée russe a accueilli Wagner au QG de l'opération spéciale, qu'au début, il y a eu quand même quelques mots, et puis finalement, quand ils ont vu que Wagner n'était pas venu pour interrompre
le flot, notamment de ravitaillement pour l'opération spéciale et perturber les opérations. Wagner a dit non, on ne va pas perturber les opérations. Et bien finalement, ils se sont ignorés. Ils sont restés les uns à côté des autres et il n'y a rien eu. Donc on sentait qu'il n'y avait pas de ralliement, on sentait qu'il n'y avait pas de ferveur. On a appelé aussi plusieurs moscovites, souvenez-vous, qui évidemment... À 18h, lorsqu'on a le chef d'entreprise qui nous explique à Moscou, la vie n'a pas changé. J'étais le premier à être troublé en me disant mais peut-être qu'il a des pressions, je ne sais pas. C'était son témoignage. Il pouvait. Alors attention, la guerre civile, ça aurait très bien pu se transformer. Vous avez parlé de sang, ça n'est pas été le cas parce que je crois que chaque parti n'a pas voulu tirer le premier, de peur d'être accusé peut-être d'avoir été la première à répandre du sang russe entre Russes. Et je pense qu'il y a eu ça, et puis il y a eu cette négociation. Voilà. Mais la ligne directrice, maintenant, et je pense que c'est ça qui frappe aux yeux des téléspectateurs, mais des commentateurs également, c'est la prudence. Et c'est la prudence qui a peut-être été oubliée parce qu'il y avait eu un sentiment de sidération quand même hier. Le monde a été sidéré, et à tel point que quand vous regardez les unes de la presse internationale, il n'y a pas une aujourd'hui qui n'est pas sur ce dossier-là. On ne soit pas sur ce dossier. Regardez, partout dans le monde entier, ce matin, on tente de comprendre ce qui s'est passé hier, on tente de comprendre les conséquences, et c'est aussi ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de savoir si c'est une humiliation ou non pour Vladimir Poutine, si Vladimir Poutine était au courant de ce projet-là, si les États-Unis étaient au courant de ce projet-là. Mais le récit médiatique, c'est intéressant aussi. C'est pour ça, Pierre Laurin, que je voulais vous avoir sur ce plateau, parce que vous présentez factuellement ce qui s'est passé avec votre expérience de spécialiste de la Russie, mais votre parole est ces derniers temps très discrète dans les médias, parce que vous n'êtes peut-être pas souvent invité. Non, je pense que je dois être dans une sorte de trou noir, vous voyez, la lumière s'engouffre dans le trou noir et ne ressort pas. Je pense que pour des raisons différentes, on ne considère pas que ma parole a un poids quelconque et donc on ne m'invite pas. C'est vraiment une petite parenthèse et après on avancera, mais sur cette année et demie de conflit, 1 an et 4 mois, quel regard vous portez sur la couverture médiatique et notamment en France ? La couverture en France, elle est catastrophique. Elle est moins bonne que la couverture aux États-Unis. Aux États-Unis, au moins, il y a des faits qui sont rapportés. En France, les faits sont ignorés. On vit dans le fantasme très souvent. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il ne faut pas généraliser. Non. Nos confrères font aussi dans l'ensemble, lorsque l'on regarde certaines chaînes, on se demande si vraiment ils ont analysé correctement la situation. En particulier, là, l'offensive ukrainienne, cela fait 3 semaines qu'effectivement, elle patine. Mais on entend sans cesse des communiqués de victoire. Des victoires qui ne représentent pas réellement des éléments concrets qui permettent de dire oui, effectivement, les Ukrainiens ont avancé, ils ont gagné du terrain, etc. Mais là, nous sommes dans une situation où c'est comme aux échecs, c'est une situation de patte. C'est-à-dire, ça va changer certainement, mais les lignes sont figées, ça n'avance pas. Oui, mais cette confusion d'hier, elle symbolise également l'aspect très opaque, très sombre du système russe. Dit Colosimo ce matin, Jean-François Colosimo, c'était passionnant avec Sonia Mabrouk parce qu'il parle d'un système mafieux. Et que finalement, on ne peut pas prêcher le vrai pour avoir le faux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas avoir les bonnes informations dans ce... Monsieur Colosimo dit aussi beaucoup de bêtises ce matin. Tout le monde dit beaucoup de bêtises. Mais enfin, prétendre, comme il l'a fait ce matin, que Vladimir Poutine allait quitter Moscou et que les Russes avaient pris conscience qu'il allait prendre son avion parce qu'il y a eu une vague rumeur, c'est pas sérieux. Le sérieux, c'est de se baser sur des faits. Il n'est pas sur ce plateau. Oui, mais il était sur un plateau voilà. Il l'a dit, il l'a prononcé, et ça, c'est quand même absolument incroyable. Revenons sur quelques séquences, Eric Revel, évidemment. Juste un point, c'est-à-dire qu'il y a des paroles dans toutes les émissions qui sont censées, mais qui sont couvertes par un bruit de fond. Par exemple, Régis Le Sommier dit des choses très intéressantes, mais généralement, on le met de côté, peut-être parce qu'il ne dit pas la même chose que les autres. Permettez-moi d'avoir une pensée pour tous mes confrères reporters qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui tentent d'apporter justement courageusement
factuellement, les meilleures informations. Mais je sais que vous, c'était pas le reproche que vous avez. Non, pas du tout. C'était pas le reproche que vous faisiez. J'ai bien entendu. Moi, ce que je reproche aux spécialistes de plateau, c'est que très souvent, ils font passer leur idéologie et leur fantasme avant la réalité. Mais c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir votre analyse. Maureen Vidal qui revient sur les 24 heures de rébellion. Sous les acclamations de nombreux habitants, les forces du groupe Wagner quittent Rostov, pratiquement 24 heures après être entrées sur le territoire. Evgeny Prigojine, pourtant déterminé à combattre le commandement militaire hier matin, déclare soudain que ses troupes stoppent leur avancée vers Moscou. Conscient de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe d'un côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne conformément au plan. Une rébellion qui commence samedi matin. Après avoir investi la ville de Rostov et le quartier général de l'armée russe, les troupes de la milice Wagner, composées de 25 000 hommes selon leur déclaration, auraient été aperçues à moins de 400 km de la capitale. Pendant ce temps, c'est la course contre la montre du côté du gouvernement russe qui dénonce alors une mutinerie armée et promet de punir les coupables. C'est un coup porté à la Russie, à notre peuple. Et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront fermes. C'est Alexandre Loukachenko, le président bélarusse, qui serait alors intervenu en tant que médiateur et a obtenu l'arrêt de l'insurrection du patron de Wagner. Après des négociations, le Kremlin a annoncé qu'Evgeny Prigojine partira pour le Bélarus et les poursuites le visant ainsi que les membres de son groupe seront abandonnées. Avant de rejoindre Charles Danjou, qui est président d'Omerta Média, dont vous faites partie, cher Régis Le Sommier, parce que Charles Danjou est sur le terrain, est à Moscou. On va essayer de prendre le pouls à Moscou. Écoutons une dernière fois Jean-François Colosimo, qui fait une sorte d'autopsie de ce volte-face, de cette volte-face. Je crois qu'on sous-estime totalement la constitution mafieuse de l'État russe. Et en fait, pour comprendre cette affaire, il vaut mieux se tourner vers Coppola ou Scorsese que vers les livres d'histoire, n'est-ce pas ? En fait, on a une constitution clanique, il y a bien un chef, un boss, un parrain. Ce parrain a entrepris une expédition malheureuse en Ukraine et est complètement affaibli. Le reproche de Prigojine adressé à Poutine, à savoir que l'état-major russe a réellement bombardé son campement, se doublait du fait que la cible, c'était pas ses hommes, c'était lui. Lui qui dérangeait le Kremlin depuis longtemps, lui surtout qui manifestement menait sa guerre pour capitaliser politiquement et un jour incarner l'aile la plus chauvine de l'opinion russe dont Poutine ne veut pas. Poutine a donc lâché Prigojine, l'a abandonné à ses rivaux de l'état-major Shoigu et Gerasimov. Et voilà que l'attentat ayant raté, on se retrouve là encore dans une dans un scénario typique. L'homme de main, le nervi, le séide, est allé demander des comptes au patron en montrant qu'il était lui aussi très fort, qu'il était même invincible et que lui aussi pouvait menacer la vie du patron. Ce qui m'intéresse dans cette déclaration, au-delà des hypothèses, c'est l'opacité, encore une fois. C'est le système tellement sombre, tellement complexe, Régis Le Sommier, de la Russie, que toute analyse est compliquée, même pour les plus grands experts ou les hommes de terrain que vous pouvez être. Je suis entièrement d'accord. On est en effet dans un système... Prendre l'allégorie avec le parrain, ça a été fait maintes et maintes fois. C'est pas... oui, en effet, il y a un boss qui s'appelle Poutine, avec autour un clan, des gens qu'on appelle les Siloviki, qui le suivent depuis son époque de Saint-Pétersbourg et du KGB. Donc, en effet, c'est un système extrêmement opaque où cette opacité est bien gardée et bien maintenue. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là, autant sur l'analyse de ce qui s'est passé hier, il fallait vraiment garder la tête froide. Je pense qu'il faut continuer à garder la tête froide et à évaluer
quel est l'impact de ce qui s'est passé. Et là, on va le voir, je pense, dans les jours qui viennent. On entend Poutine est affaibli. Oui, celui qui avait dit moi, je vous garantis la sécurité quand il a pris le pouvoir et qui s'y est tenu, aujourd'hui est fragilisé par quelqu'un qui fait partie de son clan. Ça, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que pour les Russes, c'est pas justement le fait qu'il ait maté la révolte dans l'œuf en moins de 24 heures qui va être retenu et se dire, bah oui, Poutine, Prigojine s'agitait, et Prigojine, c'est pas à nouveau qu'il s'agite. Ça fait des mois qu'on l'entend pérorer. Et récemment, avec des interventions, des interpellations sur les réseaux sociaux, des vidéos où on le voit quasiment attaquer. Et puis avoir des discours parfois carrément défaitistes. Oui. Donc ça, au niveau des Russes, je pense que c'est quelqu'un qui avait fini par agacer, et que là, Poutine siffle la fin de la récré. Mais, et là je me tourne vers l'ancien directeur de rédaction, directeur de l'information que vous avez pu être, Eric Revel, est-ce que vous avez cette sensation qu'on revit un peu ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il y a une zone d'ombre, il était difficile d'arriver avec des faits, parce qu'il y avait peut-être une idée majeure qu'il fallait respecter, et ceux qui essayaient d'alerter sur des positions différentes étaient un peu ostracisés? Ah bah oui, il y a neuf que ce qu'on a oublié, quel que soit le fait en fait. Là on parle d'un fait géopolitique qui aurait pu être majeur, mais si vous regardez la séquence des infos fortes, souvent, oui, les médias se précipitent, font appel à des experts, vous avez raison Monsieur Laurin, des experts, souvent des experts de plateau, c'est-à-dire des gens qui mettent d'abord en avant leurs convictions personnelles, et c'est par le tamis de leurs convictions personnelles ou de leur idéologie qui décryptent les faits. Et quand ceux qui les payent. Voilà. Et quand vous mettez sur un même plateau des gens qui pensent la même chose, il ne peut rien se passer. Mais juste un mot quand même, Elliot, sur la corruption en Russie. Pardonnez-moi, mais on ne découvre pas le fil à couper le beurre. À chaque fois qu'un président russe, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, arrive au pouvoir, il s'entoure des oligarques qui lui vont bien et qui mettent en coupe réglée l'économie russe. C'était vrai avec Boris Yeltsin, c'est vrai avec Poutine, et ce sera vrai avec le prochain. Allez-y Pierre, bien sûr, et ensuite on va voir Charles d'Anjou qui attend, pardonnez-moi. Avec Poutine, les choses ont été un tout petit peu différentes, parce que dès le départ, il a mis les limites aux oligarques. Il leur a dit en 2000, vous vous occupez de vos affaires, l'État ne va pas chercher à savoir comment vous avez fait vos milliards, vous les gardez, mais vous ne faites plus de politique. Il a fait des exemples. Charles d'Anjou. Charles d'Anjou. Et il a fait des exemples. Est avec nous. Charles d'Anjou, président d'Omerta Média. Merci d'être en direct pour Punchline Weekend. Vous êtes actuellement à Moscou. Déjà, première question, racontez-nous un peu ce que vous avez vécu, puisque si mes souvenirs sont bons, vous êtes arrivé hier. Et donc, est-ce qu'il y a eu ce vent de panique qu'on a pu voir en images, notamment à l'est de la Russie, arriver à Moscou ? Écoutez, j'étais à Saint-Pétersbourg hier matin, j'avais le vol pour Moscou à 9h30, et quand j'ai pris le taxi à 8h, j'étais sur les fils d'infos, et j'ai demandé au chauffeur de taxi s'il était au courant de ce qui se passait, et il n'était pas au courant. C'est moi qui lui ai appris, puisqu'on était un samedi matin, et qu'en général, le samedi matin, les Russes ont du mal à démarrer. Donc, la population russe, je pense, au fur et à mesure de la matinée, a appris les nouvelles, mais un peu avec circonspection, parce que ça ressemble pour moi un peu à un conflit de famille. Puisque à haut niveau, messieurs Prigojine, Shoigu, Poutine et consorts se connaissent depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, je dirais qu'il n'y avait pas entre eux de conflit sur le fond, puisque Prigojine n'a pas remis en cause vraiment l'intervention en Ukraine. Il en a, d'ailleurs, il y a participé de manière majeure et très très médiatique, et il a voulu que ce soit les interventions de Wagner soient très médiatisées. Il en a fait une véritable arme. Donc, sur le fond, il n'y avait pas tellement de problèmes. Et aussi, je tiens à souligner que les personnels de Wagner sont, pour la grande majorité, d'anciens militaires ou d'anciens des services spéciaux, des forces spéciales de l'armée russe, et qui ont eux aussi des relations avec des personnels qui sont toujours militaires, qui sont toujours dans les forces au sein du ministère des armées russes. Et donc, c'est un peu un conflit de famille qui ne pouvait pas se régler, à mon avis, autrement que comme il s'est réglé, puisque je dirais le problème pour Poutine était un problème politique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire
ne pouvait pas faire bombarder la colonne. Techniquement, il aurait pu le faire, puisque, comme l'a dit Régis Le Sommier hier et d'autres, la colonne s'étendait sur des dizaines de kilomètres, sur une autoroute sur laquelle il n'y a quasiment pas de sortie. Donc pour les avions russes, c'était très facile de les arrêter. Mais politiquement, c'était impossible, puisque ça lui aurait créé un problème de politique interne majeur, puisque Wagner a quand même... conserve quand même une bonne image au sein de la population russe. Et puis pour Prigojine, c'était un problème à mon avis plus personnel, puisque depuis des semaines, on sait que Wagner est progressivement débranché, puisqu'il a, je dirais, par son attitude et peut-être son ego et peut-être un peu aussi un côté mégalomane, franchit certaines limites qu'il ne devait pas dépasser. Donc on voit bien que depuis le ministère de la Défense russe débranche Prigojine, et donc pour Prigojine, c'était une affaire un peu personnelle, c'était un peu, à mon sens, c'était un peu un baroud d'honneur. Et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour avoir toujours gardé à l'esprit qu'il ne pouvait pas prendre Moscou avec 25 000 hommes et des troupes qui étaient sous-équipées pour le faire, quoi. Charles d'Anjou, restons vraiment sur parce que l'analyse, on va la faire un peu plus tardivement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez vécu sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que hier matin, dans les médias russes, on ne parlait pas de cette rébellion. Peut-être parce que aussi, les médias russes, l'information est filtrée, disons-le. Parce que hier matin, par exemple, il y a quand même eu une allocution de Vladimir Poutine extrêmement forte, où il a parlé de coups de poignard dans le dos. À Moscou, par exemple, il y a eu le régime antiterroriste qui a été lancé, c'est-à-dire que vous aviez les manifestations de masse qui étaient annulées. Le maire de Moscou a exprimé une situation difficile dans la ville. Et un jour chômé lundi. Donc, est-ce que ce climat-là, au fil de l'après-midi, lorsque vous êtes allé à Moscou, vous l'avez vous-même vécu? Est-ce que vous avez eu, par exemple, une ville qui était en train de se barricader? Alors non, pas du tout. Moi, je suis arrivé l'avion a atterri à 11h30 à Moscou à l'horaire prévu. Et j'ai fait ensuite 60 km pour me rendre du nord de Moscou à l'extrême sud de Moscou. Et il y avait quelques contrôles de police, mais c'était vraiment très léger. Il y avait les embouteillages qu'on connaît d'habitude, puisque les Russes partent à la datcha le samedi matin. À l'aéroport, il n'y avait pas de dispositif de sécurité particulier. C'était vraiment calme. Je pense que les gens ont accueilli la nouvelle un peu avec circonspection et qu'ils n'ont pas tellement eu le temps de se préparer. J'étais une après-midi avec des expatriés français qui regardaient les nouvelles. On était tous un peu dans l'attente de ce qui allait se passer, mais il n'y a pas eu du tout de vent de panique. Et les gens n'ont pas eu le temps vraiment de réagir, en fait, parce que ça s'est dénoué assez rapidement. Par contre, effectivement, il y avait très peu d'informations. L'information était vraiment filtrée, et donc il y avait peut-être même plus d'informations sur les sites dans les médias français que dans les médias russes. Mais ça peut s'entendre. Pierre Laurin. Moi j'ai été informé essentiellement, effectivement, par les médias occidentaux, mais également par le fil d'information du journal Kommersant, qui rapportait les mêmes infos à peu près en même temps. Donc, en fait, c'est plutôt au niveau de la télévision et peut-être des radios qu'il y avait une sorte de filtrage. Peut-être pas. Mais l'allocution de Vladimir Poutine, par exemple, elle a été diffusée. Elle a été diffusée partout. Partout en Russie. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, merci beaucoup Charles d'Anjou. La publicité dans un instant. Et puis, si les choses évoluent du côté de Moscou, on reviendra vers vous. Merci beaucoup. On continue le débat dans un instant. On va parler de Vladimir Poutine. On parlera également de Prigojine, bien sûr, des États-Unis. Est-ce qu'ils étaient au courant ? Et puis, on terminera cette émission par une actualité française, politique. Merci. Régis Le Sommier, Eric Revel et Pierre Laurin sont toujours présents sur le plateau de Punchline Weekend pour décrypter ce qu'il s'est passé ces dernières 24 heures du côté de Moscou. On sera en direct dans un instant avec Jacques Sapir, directeur d'études à l'EHE2S. D'abord, faisons le point sur l'information avec Michael Dos Santos et ensuite on reprend le débat.
Clément Beaune promet des réductions sur les trains SNCF et Intercités cet été. Sur RTL, le ministre des Transports a également révélé que le lancement d'un pass région était envisagé dans les prochains mois. Un billet unique, pas cher, couvrant les trajets du quotidien comme les TER ou les Intercités. Un instituteur d'une école primaire privée bordelaise mis en examen et placé en détention provisoire. Le professeur de 52 ans est accusé d'avoir filmé sous les douches les élèves lors d'une classe découverte au bassin d'Arcachon. Des photos de jeunes filles, des images à caractère pédopornographique, mais aussi des captures d'écran de vidéos où il procédait à des attouchements sur des mineurs ont été retrouvées sur son téléphone portable. Et puis enfin, la droite, grande favorite des élections législatives en Grèce. Kyriakos Mitsotakis espère décrocher une majorité absolue pour former un gouvernement stable. Face à lui, Alexis Tsipras a promis de lutter jusqu'à la dernière seconde. Twitter. J'ai vu ça sur Twitter. Voilà pour le point sur l'information. Régis Le Sommier, Eric Revel, Pierre Laurin et Jacques Sapir. Merci d'être avec nous, Jacques Sapir. Vous êtes directeur de l'école des hautes études en sciences... Non, directeur d'études. Directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Ah, écoutez, c'est important la précision. Faisons le point justement et voyons le sujet de Thomas Bonnet sur l'inquiétude qu'il y a pu avoir ces dernières 24 heures à Moscou. Des forces armées en nombre dans les rues moscovites. La ville a vécu avec une certaine angoisse l'avancée des hommes de Wagner en direction de la capitale. Des contrôles renforcés, notamment au sud de Moscou, illustrent les moyens mis en place pour tenter d'en limiter l'accès à l'approche des troupes de Prigojine depuis le sud du pays. Samedi, le régime d'opération antiterroriste a été décrété dans la ville, donnant des pouvoirs accrus aux services de police. Une procédure toujours en vigueur ce dimanche matin. De la même façon, les restrictions de circulation sur l'autoroute reliant Moscou à Rostov-sur-le-Don ont été maintenues pour la journée de dimanche. Samedi, le maire de la ville avait évoqué sur Telegram une situation difficile. Afin de minimiser les risques, j'ai décidé de déclarer le lundi jour chômé. Je vous demande de vous abstenir autant que possible de vous déplacer dans la ville. En conséquence, des examens universitaires de mathématiques et de langue russe prévus lundi ont été reportés au 1er juillet. Ultime preuve de l'inquiétude qui a gagné ce week-end la capitale russe. 24 heures où la ville a retenu son souffle, suivant avec angoisse l'avancée des troupes de Wagner. Au moment de la volte-face de Prigojine, ces hommes se trouvaient à seulement quelques centaines de kilomètres de Moscou. Si vous le voulez bien, écoutons à présent Volodymyr Zelensky, qui a longuement réagi hier, et notamment pointant Vladimir Poutine en disant que c'est un homme qui a très peur aujourd'hui. L'homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part sans se montrer. Je suis sûr qu'il n'est plus à Moscou. Il appelle quelque part et demande quelque chose. Il sait de quoi il a peur parce qu'il a lui-même créé cette menace. Jacques Sapir, on a beaucoup parlé de cette grande confusion médiatique et politique en Russie dans la première partie. Arrêtons-nous à présent sur Vladimir Poutine. Quel regard vous portez sur ce qu'il s'est passé hier pour Vladimir Poutine? Est-ce que c'est un homme qui en sort comme le grand perdant? Est-ce que c'est un président qui a été humilié? Non, le grand perdant, il faut d'abord le dire, c'est Prigojine. Prigojine a voulu faire un coup, non pas un coup d'État, mais un coup de force. Il y a probablement été acculé d'ailleurs par les actions du ministre de la Défense, Shoigu, et du chef d'état-major, Gerasimov, mais il a très clairement franchi une ligne rouge. On l'a laissé aussi franchir une ligne rouge, et là, effectivement, il s'est, d'une certaine manière, heurté à un mur. On le voit bien dans la situation actuelle où il part s'exiler au Bélarus avec quelques centaines d'hommes, pas plus, et où l'ensemble des forces de Wagner acceptent de fait leur intégration dans l'armée russe. Donc, s'il y a un grand perdant, c'est d'abord Prigojine. Après, il est probable qu'il y aura des changements dans l'appareil militaire, au niveau du ministre de la Défense, au niveau du chef d'état-major. Et ça, c'est un autre point. C'est le fait que l'armée était d'une certaine manière mécontente de son sommet officiel. Elle a pu tout à fait
laisser dire à Prigojine « allez-y, on vous soutient », ne pas le soutenir dans les faits, le laisser aller trop loin, mais pour récupérer en réalité, je dirais, le résultat de cette opération. Vous restez évidemment avec nous, Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Écoutons à présent, et ce sont deux réactions différentes, celle de Jean-François Colosimo, qui dit en gros le roi est nu, et en même temps Vladimir Fedorovski, donc deux spécialistes qui ont deux visions complètement différentes. Et c'est pour ça que les téléspectateurs peuvent être également perdus, puisque lui, il dit c'était une mascarade. Moi, je ne crois pas qu'il ait pu agir sans avoir des formes de feu vert implicites, en tout cas. Je ne parle pas d'appui, je dis simplement qu'il a dû, malgré tout, consulter, tâter le terrain avec quelques-uns véritablement des gradés du clan, que ce soit dans les services de sécurité ou les oligarques. À savoir qu'il a, je dirais, pris la température sur leur lien à Poutine. Et le lien de ces clans, de ces membres du clan à Poutine sont de plus en plus distendus. Il lâche l'affaire parce qu'il n'a pas le soutien du véritable appareil de gouvernement, le même appareil de gouvernement qui entoure Poutine. Et parce que pour l'instant aussi, parce que nous voyons ça véritablement, nous sommes concentrés dans ce duel Prigojine-Poutine. Mais il est évident que Prigojine ne peut pas remplacer Poutine. Donc la question qu'il faut se poser, c'est où est le troisième homme qui aurait pu profiter de cette opération, a préféré ne pas en profiter tout de suite, parce que certainement l'affaire n'était pas mûre, mais qui en a d'ores et déjà profité. Il attend dans l'ombre, cet homme. Parce que Poutine est affaibli, considérablement affaibli par Prigojine. Prigojine, c'est un peu dans cette affaire-là, je dirais, l'idiot utile de gens qui lui sont largement supérieurs. C'est une sorte de mascarade. Évidemment, Prigojine n'avait aucune chance d'aller jusqu'à Moscou. Je pense que dans cette affaire, Poutine ne sort pas nécessairement affaibli. Vous comprenez, les Russes, ils s'éprouvent une sorte de soulagement. Aujourd'hui, que la guerre civile, ils craignent la guerre civile et la déstabilisation peut arriver à leur pays. Évidemment, beaucoup de choses vont dépendre de l'évolution militaire. Sur le plan géopolitique, en revanche, hier, je tiens à vous souligner que les Américains ont été très prudents. Et le mot qui revient aujourd'hui, vraiment à la première ligne, je pense qu'ils vont discuter ça au sommet de l'OTAN, comment éviter la déstabilisation de la Russie. Alors, il y a deux éléments majeurs. D'abord, sur Poutine, le poids de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il en sort affaibli? Est-ce que le roi est nu, comme disait Jean-François Colosimo, Régis Le Sommier? Il est certainement, ce qui s'est passé hier n'est absolument pas anodin, c'est une crise, et d'ailleurs la tonalité de son discours était un discours extrêmement dur. Il aurait pu ne pas faire de discours et régler la question avec des négociations, où il a fait un discours qui, quand on l'écoute bien, parce que c'est important d'écouter Poutine, souvent, mais que sa référence à 1917, à l'époque Kerensky et le début de la révolution bolchevique, en fait, comment le pays a été déstabilisé, la guerre civile, etc. C'est des références précises. Vous savez qu'on a souvent dit que Poutine parle tout le temps de la Seconde Guerre mondiale. Là, il est revenu au fondement de un des moments où la Russie a été extrêmement affaiblie, où elle s'est retirée de la guerre. Donc là, c'était très solennel, c'était extrêmement fort. Donc il y a eu menace, et il n'a pas sous-estimé cette menace. Alors, oui, son pouvoir a été ébranlé par quelqu'un qu'il a lui-même créé, qui a été un de ses proches, qui a été quelqu'un qui a fait partie du clan. Mais on peut regarder une chose, et je pense qu'il ne faut pas oublier la perspective, c'est de remettre Prigojine là où il est, c'est-à-dire dans l'appareil militaire russe. Et on est dans une crise qui concerne la conduite de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les reproches que Prigojine fait à Shoigu et à Gerasimov, c'est des reproches de terrain, c'est des reproches sur
le sang versé, le trop grand nombre de soldats russes sacrifiés, selon lui, pour des incompétents de l'arrière. Et il y a chez Prigojine la question de quelqu'un qui est très proche de ces hommes, qui va au contact, et qui critique évidemment ceux qui n'y vont pas. Donc il faut mettre ça en perspective. On n'est pas dans des gens... Prigojine n'a jamais été quelqu'un qui s'est érigé contre Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine. Voilà. Pierre Laurin, effectivement. Le roi est-il nu ou non? Je crois qu'il est relativement bien habillé. D'ailleurs, on peut constater qu'il était dans des tenues très sombres pour prononcer un discours très sombre. Non, sérieusement, je pense qu'il se trouve, toute proportion gardée, mais dans la même position que le général de Gaulle face à la rébellion d'Alger et à quelqu'un comme le général Salan, qui était quelqu'un de très très important et qui était également l'un de ses proches d'une certaine manière. C'était tous les deux des militaires qui se connaissaient bien. Et le général de Gaulle, lors du putsch d'Alger, a pris la situation en main et ce qui lui a permis de réussir, c'est que l'armée, le contingent, les conscrits étaient de son côté. Et là, de la même manière, l'armée est du côté de Poutine, malgré tout ce que l'on peut dire et des deus ex machina que l'on peut inventer. Mais apparemment, ce serait une négociation entre Prigojine et Minsk, et donc non pas Vladimir Poutine, qui aurait permis de faire cette volte-face. Si je peux me permettre à ce propos, Poutine ne pouvait pas négocier directement avec Prigojine. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du même niveau. Un chef d'État négocie avec d'autres chefs d'État, éventuellement. Mais Prigojine, lui, ne pouvait pas négocier avec Gerasimov et Shoigu. Donc, forcément, il fallait une tierce personne. Un médiateur. Et le médiateur, le message du médiateur, c'était pas de dire on va faire un juste milieu, c'est ou tu te rends ou tu es mort. Moi, je te permets de venir en Biélorussie, tu seras tranquille. Jacques Sapir, vous vouliez réagir? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Pierre Laurin. Dans ce qui s'est passé, on voit très bien que Poutine reste dans une position qui est absolument intouchable pour une raison très simple. Il n'y a personne qui puisse aujourd'hui incarner l'unité de la Russie, sauf lui. Et donc, cela, tout le monde le sait, y compris Prigojine d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que Prigojine n'a jamais attaqué frontalement Vladimir Poutine. Donc tout le monde le sait, et ça, c'est ce qui fait la grande force de Vladimir Poutine. Après, ce dont il était question, c'était à la fois des questions effectivement de terrain. Et là, je dois dire que les récriminations des gens du front contre les gens de l'arrière, c'est un vieux classique. Rappelons-nous ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale en France, c'était constant. Bien. Mais il y a surtout un point, c'est que Poutine mène aujourd'hui une opération militaire, une guerre en réalité, mais ce qu'il appelle une opération militaire de manière limitée. La Russie n'est pas mobilisée. Bien sûr, les industries militaires tournent à plein régime et elles produisent beaucoup plus que ce que produisent, par exemple, les industries militaires de l'OTAN. C'est un fait. Mais il n'y a pas de mobilisation de la société russe, et ce qui est encore plus important, c'est que cette politique, c'est une politique, non pas les canons avant le beurre, mais le beurre et les canons. Or, c'est peut-être là qu'il y a effectivement une divergence entre des gens de l'armée qui souhaiteraient en finir plus vite avec l'Ukraine et Poutine, et qui disent, on n'a pas mis les moyens, il faut y aller de manière beaucoup plus forte. Et là, ce qui sera intéressant, c'est de voir dans la semaine qui vient, qui va remplacer Shoigu, si Shoigu d'abord est remplacé, et qui va le remplacer. Et puis deuxièmement, est-ce que Gerasimov, qui est un bon théoricien, mais qui a été un médiocre chef d'état-major, est-ce qu'il va partir et est-ce qu'il va être remplacé, ce que l'on dit actuellement à Moscou, par Sourovikine? Merci beaucoup Jacques Sapir pour cet éclairage. Je le disais, deux éléments essentiels. Un sur l'affaiblissement ou non de Vladimir Poutine et deux sur le rôle de l'Occident. Et ce qui est vrai, c'est que hier,
vous n'avez pas eu, ou très peu, de réactions de chefs d'État, que Emmanuel Macron n'a pas réagi hier après-midi, ou que très tardivement, en disant qu'il y avait eu un échange. Les États-Unis non plus. En revanche, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, aujourd'hui a réagi en disant cela a défié directement l'autorité de Vladimir Poutine. Donc cela soulève de vraies questions et révèle des fissures au plus haut niveau de l'État russe. Elisabeth Guedel, notre correspondante, Régis, vous allez poursuivre. La question, c'est de savoir si les États-Unis étaient au courant ou non de cette tentative de rébellion. Le renseignement américain avait détecté dès le mois de janvier des signes de tension entre le leader du groupe Wagner et l'état-major russe. Selon les médias, les responsables américains avaient anticipé qu'Evgeny Prigojine se préparait à défier Moscou en amassant une grande quantité d'armes et de munitions près de la frontière russe. Ils en avaient même alerté les élus du Congrès, mais ils ont été surpris par la rapidité de l'escalade. Alors pour le moment, les Américains observent, ils ne savent pas ce que les derniers développements signifient en termes de stabilité pour la Russie. La Maison-Blanche et le département d'État multiplient les contacts avec les alliés. Joe Biden, le président, ne s'est pas encore publiquement exprimé. Il passe le week-end à Camp David, qui est la résidence d'été des présidents américains, pas trop loin de la Maison-Blanche, à moins de 100 km au nord. Il est avec ses proches conseillers. Il y a tout ce qu'il faut sur place pour rester informé en permanence sur la situation en Russie. Régis Le Sommier, ils étaient au courant, les États-Unis, ou pas? Dit comme ça, là, j'ai lu l'article du New York Times ce matin. En effet, oui, ils ont les Américains, on ne peut pas leur retirer ça. D'abord, ont été les seuls à dire que les Russes allaient envahir l'Ukraine en février 2022. Tout le monde, absolument tous les experts, moi compris, pensaient que ça n'allait pas arriver. Donc, ils ont des renseignements assez solides. On sait qu'ils ont réussi, au niveau du renseignement aussi, à pénétrer certaines structures du pouvoir, y compris des proches de Poutine. Ça, c'est vrai qu'il y a eu un travail énorme de fait. Maintenant, sur le fait que Prigojine allait tenter quelque chose, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert du renseignement pour se rendre compte qu'il y avait un problème grandissant et que cette date butoir du 1er juillet sur la réintégration de Wagner dans l'armée posait problème, et Prigojine a dit plusieurs fois que ça ne lui convenait pas. Donc il suffisait d'écouter les propos et de voir que... Alors maintenant, sur le fait d'amasser des stocks d'armes à côté de la frontière, je vais vous dire, les casernements de Wagner à la suite de Bakhmout se trouvaient de l'autre côté de la frontière. Donc amasser des armes, non, ils avaient juste récupéré leurs armes qu'ils ont retirées quand ils se sont retirés du front. Voilà. Éric Revel, sur cette discrétion, cette prudence que les médias n'ont peut-être pas eu hier, mais que les chefs d'État ont eu en revanche hier. Oui, alors il y a l'intervention du secrétaire d'État américain dont vous parliez, mais on sait aussi que hier, Joe Biden s'est entretenu avec le chancelier allemand, avec le président de la République française. Donc on ne sait pas évidemment ce qu'ils se sont dit, mais ils ont suivi cette question. C'est vrai que hier on était étonné par le fait qu'il n'y ait aucune réaction européenne, qu'il n'y ait pas de réaction américaine. Mais vous l'avez dit, tout ça c'était drivé par Ils ont des spécialistes en Europe ou aux États-Unis de la cause russe, et tout ça a été drivé par une chose, c'était la prudence, dont certains médias, oui, on peut le redire, avec lequel ils n'ont pas brillé spécialement hier. Mais la farce dont parlait M. Lorrain hier se termine en farce tragico-comique en réalité, parce que, c'est vous le spécialiste, mais moi ce qui me fascine quand même, c'est de voir que le patron de Wagner est accueilli par le patron du Bélarus. Il est en exil, alors que c'est le principal allié de Poutine. Donc c'est très... Et je pour un esprit occidental, c'est très surprenant. Je poursuis la question, et maintenant D'abord 3 points. Vous avez 1 minute. Oui, aucun problème. Le premier point, c'est que, d'une certaine manière, le président de la Biélorussie, il est simplement en train de jouer les proxys de Poutine. Il était hors de question de permettre un bain de sang. Donc, par conséquent, on a trouvé une porte de sortie pour Prigojine. Et de plus, en Biélorussie, Prigojine peut être utile parce que, semble-t-il, qu'il y ait des mouvements de libération qui cherchent à envahir, à changer le pouvoir en Biélorussie. Bon, est-ce que c'est du fantasme ou non, on n'en sait rien, mais en tout cas, Prigojine est sur place. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne les États-Unis et les autres, c'est la politique du comte de Monte Cristo. Vous savez, à la fin
du roman, Alexandre Dumas, la dernière phrase, c'est « attendre et espérer ». Attendre de voir comment se déroulent les choses et espérer que ça prenne une bonne position avant de pouvoir éventuellement jeter de l'huile sur le feu, ou éventuellement récupérer des dividendes, etc. Donc ça, c'est la base de la géopolitique. Les gouvernements, ils agissent toujours comme ça. Devant une situation imprévue, ne jamais se précipiter. Le spécialiste que vous êtes de la Russie, dans les jours ou les heures à venir, est-ce que Vladimir Poutine va ou doit prendre la parole, puisqu'il l'avait prise hier, avec un discours extrêmement grave? Est-ce qu'aujourd'hui, il doit rassurer le peuple russe ou non? Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, s'il prend la parole, ce sera vraisemblablement pour dire qu'il renouvelle sa confiance au ministre de la Défense et au chef d'état-major général. Parce qu'il n'y a que cela qui serait logique dans son comportement. Il ne va pas prendre la parole pour dire « je change le ministre de la Défense et je change le chef d'état-major général ». Il rencontre Shoigu demain. Et il rencontre Shoigu demain? On verra. Eh bien, écoutez, wait and see, comme disait Alain Bauer hier sur ce plateau. Merci à tous les trois pour cette heure de Punchline Week-end. Et c'était intéressant de mettre en perspective, prendre un peu de hauteur sur cette actualité-là, dans la prudence et les faits. Merci à tous les trois. Dans un instant, c'est vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas et Philippe Guibert. À tout de suite.